Small. And I'm shedding teeth like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to a voice of reason. I met him at a party. He said the sweetest thing. I was lonely and naive. I guess that's why I believe every word. Every word. 3, 2, 1. Pour commencer cette leçon, je vous invite à écouter quelques vers poétiques écrits par la poétesse Catherine Pozzi. Le titre du poème est Vale, V-A-L-E, et je ne lirai que la première strophe de ce poème. Quelques vers. La grande amour que vous m'aviez donnée, le vent des jours a rompu ses rayons. Où fut la flamme? Où fut la destinée? Où nous étions? Où par la main serrée, nous nous tenions? Dans ce poème circulent des images, des rythmes, et je vais profiter de cette leçon d'aujourd'hui pour que l'on fasse quelques révisions autour des notions poétiques déjà abordées à l'automne dernier. Cela veut dire aussi que l'exercice du jour que je vous proposerai consistera en l'écriture de vers poétiques autour du thème de notre chapitre, l'amour. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que la poésie? Je vous le rappelle, ce n'est pas une suite de mots compliqués qui ne formeraient pas vraiment de sens et dont on se dirait que ça ne veut rien dire. Le texte poétique, c'est une parole chantée et rythmée, le chant d'une émotion humaine portée par le langage. Des mots, des vers, des images, des rimes, tout ceci forme un texte poétique. À vous de savoir maîtriser ces objets poétiques pour véhiculer une émotion. Ce n'est jamais un travail très scolaire, la poésie, c'est le transport d'une émotion. La poésie, on pourrait la comparer, et la comparaison est très importante en poésie, où l'imagination est reine. La poésie, ça pourrait être conçu comme un véhicule qui transporte en notre âme, en nos souvenirs, une émotion puissante, l'amour, la mélancolie, la joie, le plaisir, le doute, l'angoisse, une émotion puissante et troublante. Pourquoi la poésie a toujours quelque chose de troublant? Parce que le texte poétique reste toujours vague, le sens est incertain. Pourquoi le sens d'une poésie est incertain? Pour que chacun qui l'écoute puisse aussi se l'approprier, trouver sa place dans cette parole chantée qu'est la poésie, se sentir capable de lui subtiliser l'émotion qu'elle transporte pour mieux la ressentir. Pour que l'émotion que vous souhaitez faire transmettre par une poésie reste vivante, pour qu'on s'en souvienne, pour qu'elle marque notre mémoire, il faut frapper l'imagination de celui qui vous lira. C'est pour ça qu'on utilise des moyens expressifs forts dans une poésie. C'est pour ça qu'on utilise certaines techniques qui donnent plus de puissance aux mots que l'on choisit pour composer notre poème. Un poème, un texte poétique, doit frapper l'imagination pour que l'émotion qu'elle transporte, cette poésie, reste vivante et reste vivante dans nos souvenirs aussi. Frapper l'imagination, ça veut dire quoi? L'imagination, c'est la capacité qu'a notre esprit de fabriquer des images, de voir des images à travers les mots, d'aller chercher des images dans les mots
pour mieux visualiser ce que dit un texte, ce que donne un message. Je reviendrai là-dessus plus tard, ce sera un rappel. Frapper l'imagination. L'imagination, c'est notre capacité de produire des images, je le répète. Il faut produire des images. La poésie les transporte, ces images. Dans la poésie, vous mettez en rapport une émotion, ce qui peut représenter cette émotion. Il y a par exemple des images classiques que vous connaissez et qui sont très souvent associées à la poésie. Je vais en choisir une très simple qui tient presque du cliché. Mais quand on parle d'amour, qui est une émotion puissante et qui est une émotion dont aime s'emparer la poésie, on pourra utiliser l'image de la rose qui frappera notre imagination. L'imagination, quand elle entendra parler d'amour puis de rose, associera l'image de la rose et l'idée de l'amour. Et quand on verra une rose à l'écoute du chant poétique qu'on nous transmet, on associera à l'amour les qualités de la rose. C'est comme ça que fonctionne l'image en poésie. J'entends parler d'amour, que l'amour est une rose, et soudain, tout se fond ensemble, l'amour et la rose, et j'associe les qualités de la rose, sa beauté, ses couleurs, à l'amour. Et ça me donne des idées sur ce que veut dire le poète de l'amour. Ça me donne des idées, j'aurais aussi pu dire, ça me donne des images en tête. Des images me viennent. C'est comme ça que fonctionne la poésie. Les images sont plus puissantes encore que les mots et ça fait vivre le poème dans ma tête. Poème dont je me souviendrai parce que le fait qu'il soit rythmé, ce poème, m'aide à m'en souvenir. Il est plus facile de retenir un texte rythmé où les sonorités se répètent parce qu'elles frappent mieux notre mémoire, ces sonorités. Et c'est comme ça qu'ils restent dans nos têtes. Le rythme d'un poème, un poème rythmé, nous garde mieux en éveil, conserve notre meilleure écoute. On tend l'oreille, on tend mieux l'oreille quand on entend quelque chose de rythmé. C'est comme ça que vous vous souvenez de certaines chansons, de certains textes rappés, grâce au rythme, grâce au fait que les sonorités se répètent, votre attention est meilleure. C'est aussi comme ça que fonctionne un poème. Il associe rythme et image pour frapper notre attention, nous plaire. Avant de vous donner une consigne d'écriture plus précise, je vous préviens déjà, aujourd'hui il sera question pour vous de composer un texte poétique d'amour. Mais pas d'amour enthousiaste. Je vous demanderai de composer le poème d'amour que pourrait avoir écrit Emma Bovary à la suite de sa rencontre décevante avec Rodolphe, rencontre dont on avait discuté la semaine dernière. Quel poème d'amour pourrait-elle écrire quand, une fois seule et triste d'être toujours déçue par l'amour, elle aurait besoin de composer? Quel poème pourrait accueillir l'émotion d'Emma Bovary une fois que l'amour l'a définitivement déçue? Je donnerai une consigne plus précise tout à l'heure. Avant, je veux vous rappeler quelques techniques, quelques figures de style qu'on utilise pour apporter plus de puissance encore à son poème, que l'émotion qu'il transporte frappe encore plus l'imagination de celui qui vous écoutera, de celui qui vous lira. J'ai parlé de la métaphore, on peut reprendre autour de cette métaphore. La métaphore est très importante en poésie, on pourrait même dire que c'est la figure poétique la plus importante. La métaphore, c'est le fait d'associer une émotion, celle qu'on veut transmettre par son poème, à une image
qui va permettre au lecteur qui vous écoute d'avoir une représentation de cette émotion sur laquelle il pourra s'appuyer mieux que sur une simple idée. Cette représentation, on l'appelle aussi image. L'amour est une rose, c'est une métaphore de l'amour. L'émotion amoureuse est représentée par l'image de la rose, avec toutes les qualités qu'on associe généralement à la rose. La rose enchante, plaît parce qu'elle est belle. L'amour est quelque chose de plaisant par association. C'est comme ça que fonctionne une métaphore. La rose est épineuse, elle pique. L'amour aussi est une émotion riche de dangers qui nous mène parfois à la plus grande tristesse. Ça justifie le choix de la rose pour rendre une métaphore de l'amour. Il est possible d'être parfois plus original, de surprendre le lecteur par des images métaphoriques inattendues, complètement inattendues. Si je vous dis « l'amour est un téléphone », comment réussissez-vous à faire du téléphone une image, une représentation de l'amour ? Ce n'est pas facile et cette manière d'utiliser des images surprenantes a été très utilisée au XXe siècle pour donner une seconde vie à la poésie. La métaphore, c'est une forme de comparaison, mais c'est plus qu'une comparaison parce que dans la métaphore, on fond ensemble, ou presque, l'idée que l'on veut représenter et qui contient une émotion et l'image qu'on associe à cette idée, à cette émotion. On l'introduit, cette métaphore, sans mot de comparaison, sans le mot « comme », sans le mot « tel ». Si l'on utilise un mot de comparaison pour associer une émotion à une image, on parlera de comparaison. La différence entre la comparaison et la métaphore, c'est que la métaphore n'est pas introduite par un mot de comparaison. Une comparaison classique autour du thème émotionnel de l'amour pourrait être par exemple « l'amour est comme un poison mortel ». Le « comme » vous fait dire qu'il y a une comparaison. Because closer, clearer, closer, nearer, because of you and because of that knife that you quietly, quickly be causing, and because you're going to see me run soon. Because you're going to know why I'm running, then you'll know then, because I'm not going to tell you now. Je liste, vous l'avez compris, différents moyens d'ajouter de la puissance expressive au poème que je vous demanderai d'écrire. Tous ces moyens, toutes ces figures de style dont font partie la métaphore et la comparaison, apportent de la qualité, apportent de la consistance, de la richesse à votre poème. C'est une manière de renforcer le transport de l'émotion qui est la fonction de votre poème. Je vous en donne une autre, vous vous en souvenez certainement assez bien, c'est l'hyperbole. L'hyperbole, je l'utilise pour exagérer mon message, pour lui apporter plus d'intensité. J'en fais trop avec l'hyperbole pour m'assurer que l'émotion que je veux faire véhiculer par mon poème bouge bien, vit bien, surprend le lecteur. Par exemple, une parole hyperbolique dans un poème attribué fictivement à Emma Bovary pourrait donner « L'amour me fait pleurer un torrent de larmes. J'en fais trop, et si j'en fais trop, parfois je prends un risque. Il ne faut pas non plus que je fasse rire le lecteur, qu'il prenne ma parole poétique pour quelque chose de ridicule. Là, l'émotion que vous voudriez faire passer dans votre poème s'annulerait. Elle serait tournée en ridicule. Ce serait bien dommage. » Dernière figure de style que vous pourriez utiliser notamment dans la parole poétique de l'amour, c'est celle de l'oxymore.
L'oxymore est souvent utilisé pour parler d'amour. Pourquoi? Parce que l'oxymore joue sur l'opposition des forces contraires. Et s'il y a bien une émotion qui agite des contraires, c'est bien l'amour. Quand on parle d'amour, souvent, on agite d'autres émotions qui se contrarient. L'amour, c'est à la fois la confiance et la jalousie, la joie et la tristesse. L'amour est souvent associé à la haine. Et je rappelle qu'un oxymore, c'est le fait de faire voisiner des oppositions dans un même vers, dans une même strophe. Souvenez-vous des sombres clartés, des joies mélancoliques, des haines amoureuses. Tous ces oxymores vous seront grandement utiles pour produire le poème d'amour que je vous demanderai aujourd'hui. Je vous ai rappelé les grands outils qui vous seront d'une grande utilité afin de produire un poème aujourd'hui, et je vous ai rappelé avant ce qu'était une poésie. Je vous demande d'être encore plus attentif, tandis que je vais vous énoncer la consigne d'aujourd'hui. Consigne d'écriture du jour. Imaginez qu'Emma Bovary retourne chez elle, les larmes aux yeux. Seule, elle sort de son tiroir un carnet dans lequel elle écrit le poème qui représente toute la puissance de ses amours déçus, de sa tristesse d'amour, de la faim, de ses espoirs d'amour. Imaginez les quelques vers qu'elle produit à ce moment-là. En quelques vers, ça veut dire combien de vers? Je ne demande pas plus d'une dizaine de vers. Doivent-ils rimer, ces vers? Pas forcément. L'important, c'est que votre poésie transporte une émotion. Qu'est-ce que vous devez faire aussi dans ce poème? Faire très attention à la répétition des sonorités pour que votre poème soit efficace, pour que l'émotion que transporte votre poème accapare l'attention de celui qui vous lira, de celui qui vous écoutera. Renforcez la répétition des sonorités de ce poème. Utilisez des rimes. Je vous demanderai d'utiliser, sans en faire trop, des métaphores, des comparaisons, des hyperboles et des oxymores. Prenez le temps d'écrire ce poème pour le perfectionner, pour lui donner un vernis éclatant. Je vous laisse à votre travail. Je vous dis bon courage. À tantôt. Goshen, Goshen,